Vous savez ce qui est fou? Nous avons construit des fusées qui ont envoyé des hommes sur la Lune, laissé des empreintes dans la poussière lunaire. Et puis, comme si ce n'était qu'un tour de passe-passe coûteux, nous avons simplement rangé les outils et nous nous sommes contentés de l'orbite terrestre pendant des décennies. La première course à l'espace, qui a commencé avec le bip du Spoutnik en octobre 1957, était une frénésie d'innovation et de compétition. Les Soviétiques ont envoyé Laika, le premier chien, dans l'espace, puis Yuri Gagarin comme premier homme et Valentina Tereshkova comme première femme en orbite. Les Américains ont répliqué avec Alan Shepard, qui n'était resté en haut que 15 minutes, mais cela ne suffisait pas. Le président Kennedy a fixé le cap avec son célèbre discours. D'ici la fin de la décennie, nous atterrirons sur la Lune. Et ils l'ont fait avec Apollo 11 en juillet 1969, où le petit pas de Neil Armstrong est devenu une prouesse gigantesque pour l'humanité. Sous mes vidéos, beaucoup de gens me posaient la question tout à fait légitime de savoir pourquoi nous avons réussi cela dans les années 60 et 70, mais que nous n'y arrivons plus aujourd'hui. Cela soulève des doutes légitimes sur le fait que nous soyons réellement allés sur la Lune. La réponse à cela est à la fois étonnamment simple et complexe. Je m'appelle Sirwan et voici Chronique de Mars. Décollons! Nous devons regarder cela de plus près ici. Ce triomphe reposait sur des milliers d'ingénieurs. Au total, 400 000 personnes ont travaillé pour la NASA et plus de 21 000 entreprises. Voici quelques exemples de ces entreprises. North American Aviation, qui a construit le module de commande et qui fait aujourd'hui partie de Boeing. Grumman pour le module lunaire, qui fait maintenant partie de Northrop Grumman. Douglas Aircraft pour les étages de la Saturn V également, aujourd'hui Boeing. Rocketdyne pour les puissants moteurs F1, qui font maintenant partie d'Aerojet Rocketdyne. Et IBM pour les ordinateurs qui contrôlaient l'ensemble du système. Ces entreprises étaient les muscles derrière Apollo, injectant des milliards dans des systèmes non réutilisables qui, après chaque vol, coulaient dans l'océan ou brûlaient dans l'atmosphère. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Avec le niveau de technologie de l'époque, c'était déjà un miracle d'avoir accompli ce qui a été accompli. Le gouvernement américain a chargé la NASA, qui à son tour a impliqué ces entreprises et les a également financées de manière impériale. Il s'agissait d'une tâche colossale sans succès garanti et sans modèle commercial à long terme en perspective. En URSS communiste, c'était un peu plus facile à mettre en œuvre, car tout était contrôlé de manière centralisée et l'économie ainsi que les gens devaient obéir aux ordres venus d'en haut. Aux États-Unis, c'était un peu différent. Pour encourager les entreprises à rejoindre ce programme économiquement insensé, on a proposé des contrats Cost Plus. C'est important, alors soyez attentifs. Ces contrats définissent des objectifs, mais sans véritable structure de coût. La NASA garantissait aux sous-traitants de couvrir les coûts et, en plus, de leur verser un bénéfice sous forme de pourcentage. Cela signifie que ces entreprises n'avaient aucune incitation à travailler efficacement, et encore moins à moindre coût. Bien au contraire, plus elles étaient inefficaces et coûteuses, plus leurs bénéfices étaient élevés. Cela ressemble à une mauvaise blague, à une théorie du complot, ou à quelque chose qu'un YouTuber aurait inventé, mais c'est bien documenté, et ces contrats existent encore aujourd'hui. Les entreprises font toujours cela dès qu'elles sentent l'argent à profusion. Elles ont mis des œillères et ont commencé à amasser de l'argent. Nous allons voir tout de suite pourquoi c'était un comportement extrêmement court-termiste. Chaque Saturn V coûtait, ajusté à l'inflation, plus de 1,5 milliard de dollars, et cela dans le cadre d'un programme qui engloutissait jusqu'à 4% du budget des États-Unis. Il y avait déjà des protestations à l'époque. Certains demandaient pourquoi ne pas consacrer cet argent à la lutte contre la pauvreté, l'éducation ou les infrastructures. À l'époque, c'était une question tout à fait légitime, car à part les personnes qui bénéficiaient directement ou indirectement du programme sur le plan économique, il n'y avait aucun impact perceptible pour le citoyen moyen. C'était un programme de prestige purement politique et militaire. Le fait qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous profitions des innovations de cette époque n'était pas du tout évident pour les gens de l'époque, ou bien cela leur importait peu. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs différent. Beaucoup de fusées sont lancées, mais il s'agit surtout de construire ou de maintenir des infrastructures
pour la personne moyenne. Je pense par exemple au GPS, aux satellites météorologiques ou climatiques et à l'Internet des objets. Au fait, si tu veux recevoir ce genre de nouvelles et d'autres actualités spatiales directement dans ta boîte mail, inscris-toi gratuitement à la newsletter des Chroniques de Mars sur marschroniken.space. Le lien est en bas dans la description. À peine la course gagnée, l'élan s'est essoufflé. Les soviétiques avaient perdu. La guerre froide s'est recentrée et, soudainement, il a fallu justifier les coups. À cela s'est ajoutée la guerre du Vietnam, qui coûtait aussi beaucoup d'argent. Le Congrès a réduit les budgets et l'exploration spatiale est passée à l'arrière-plan. Mais voici le hic. Ces entreprises qui avaient profité du programme Apollo ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans la défense. Boeing, Lockheed Martin, Grumman et compagnie, le noyau du complexe militaro-industriel. Ils se sont tournés vers les satellites pour l'espionnage, la communication, la défense antimissile et la dissuasion nucléaire. Ici aussi, les contrats à coût majoré mentionnés ont été utilisés, à la différence près qu'il était plus facile pour les politiciens de justifier les coûts exorbitants. L'exploration spatiale est devenue un secteur de niche pour la sécurité nationale, où les gouvernements pouvaient injecter des milliards sans que les contribuables ne se plaignent trop. Pensez à la navette spatiale. Conçue comme un moyen de transport économique, elle a fini par coûter plus de 77 000 $ par kilogramme de charge utile en orbite, ajusté à la valeur de 2025 $. C'était un recul par rapport au niveau de la Saturn V qui était inférieur à 13 000 $ par kilo. Pourquoi? Parce que les systèmes étaient à usage unique, complexes et nécessitant beaucoup d'entretien, optimisés pour des contrats avec le Pentagone et des géants des télécoms comme AT Verizon, qui pouvaient se le permettre. Là-bas, l'argent n'a joué, et ne joue toujours, qu'un rôle secondaire. À l'époque, les entreprises ont fait ce qui semblait évident, et se sont précipités sur l'argent. J'affirme que si, à l'époque, ils avaient commencé à rendre leur système plus efficace et à veiller à ce que le rapport coût-bénéfice dans l'exploration spatiale soit meilleur pour le contribuable. Ils auraient également pu enregistrer beaucoup plus de croissance dans ce secteur au cours des 5 décennies suivantes. Au lieu de quelques missions pour l'armée et les géants des télécommunications, ils auraient pu constituer une large base de clients issus de tous les secteurs de l'économie, de la science et de la politique. Imaginez à quel point cela pourrait être différent. Si ces entreprises avaient misé tôt sur la réutilisabilité au lieu de missions coûteuses et sur mesure, le secteur aurait explosé. Au lieu de cela, ils se sont tirés une balle dans le pied. Au lieu de cela, le secteur est resté petit, l'innovation a stagné et les coûts ont augmenté. Les dizaines de milliers d'entreprises ont consolidé leur structure et cimenté leur position. Cela signifie que les grands ont racheté les petits, ce qui a conduit à ce que le marché de l'armement, de l'aéronautique et de l'aérospatiale soit dominé par une poignée d'entreprises. Celles-ci sont chacune spécialisées, détiennent de fait des positions de monopole et sont en mesure d'augmenter les prix à leur guise. Oups, le programme F-35 coûte maintenant le double et a 10 ans de retard. Au lieu de devoir payer des pénalités, cela signifie pour Lockheed Martin des bénéfices records. Oups, un lancement Delta IV Heavy coûte 1 milliard de dollars américains, plus des frais annuels de base d'1 milliard. Oups, un lancement de la fusée SLS coûte maintenant bien plus de 4 milliards de dollars, donc environ 1% du produit intérieur brut de l'Autriche. L'armée et les grandes entreprises pouvaient participer, tandis que les rêves civils comme les bases lunaires ou les missions vers Mars étaient mis en attente. Les gouvernements ne justifièrent les dépenses qu'au nom de la sécurité, et ainsi, le secteur a atteint un plateau, donc stagnation. Mars, les rovers martiens, l'ISS, de petites sondes pour l'espace lointain, tout ça c'est génial, mais rien de révolutionnaire. Le prix par kilo est resté élevé. La planification prenait des années et des échecs comme Challenger ou Columbia rendaient tout cela encore plus risqué. Mais maintenant, la situation change. Et cela, nous le devons aux pionniers SpaceX. Ils ont montré que ces prix exorbitants ne sont pas une fatalité et qu'il est possible de faire autrement. Entre-temps, quelques concurrents comme Blue Origin et Rocket Lab sont à leur trousse, mais le prochain aspirant a facilement 5 à 10 ans de retard. Avec la Falcon 9, ils ont réussi à faire baisser les coûts à moins de 4 000 $ par kilo. En 2015, le monde entier a été stupéfait lorsqu'une fusée a atterri toute seule. Un moment qui a tout changé.
Quelque chose que les géants établis considéraient comme impossible, non rentable, voire dangereux. Aujourd'hui, en octobre 2025, SpaceX a fait atterrir la fusée Falcon 9 515 fois et transporte 90% de toutes les charges utiles dans l'espace. En poids, dire qu'il est plus économique ou durable de jeter un propulseur à 100 millions de dollars dans l'océan après une utilisation unique, plutôt que de le récupérer, revient à nous prendre pour des idiots. C'est soit nous prendre pour des imbéciles, soit en être un soi-même. Starship, le monstre capable de soulever 100 tonnes et visant 200, a déjà décollé plusieurs fois et a atterri partiellement. Et il fait partie intégrante du programme Artemis. Il est censé amener des équipages au pôle sud de la Lune, où de la glace d'eau est stockée. Ce n'est pas un hasard. La réutilisabilité totale le rend abordable, non pensable. Soudainement, nous fonçons à nouveau non seulement vers la Lune, mais aussi vers Mars et les autres planètes. Pour la première fois avec un plan réalisable à long terme. Mais SpaceX n'est pas seul. Blue Origin avec New Glenn, qui prépare actuellement sa deuxième mission pour envoyer des satellites de la NASA vers Mars, se joint à l'aventure. Leur fusée est comme une Falcon 9 sous stéroïdes. Stoke Space a récemment levé 510 millions de dollars pour développer leur fusée Nova entièrement réutilisable. Avec cela, ils ont presque 1 milliard en poche. Une révolution pour des lancements quotidiens à moins d'1 million de dollars. Rocket Lab prévoit le premier vol de neutrons avant la fin de l'année. Conçu pour les charges utiles moyennes. Et ils ont déjà décroché des places dans le programme de lancements spatiaux pour la sécurité nationale de l'US Space Force, avec Stoke. Ces entreprises du New Space inondent le marché, font baisser les prix et rendent l'accès à l'espace possible. Et les anciens géants détestent la façon dont ils sont ridiculisés. D'ailleurs, la même chose se passe actuellement dans le secteur de l'armement. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent trouver une solution ou disparaître complètement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a des obstacles. La réglementation ou les tensions géopolitiques. La Chine construit des bases lunaires. L'Inde injecte des fonds dans l'ISRO. Et oui, l'aspect militaire demeure. Starlink a montré dans des conflits comme celui en Ukraine que le contrôle de l'espace signifie le contrôle du champ de bataille. Mais c'est justement cela qui nous pousse en avant. Les défis rendent l'exploration spatiale passionnante et, avec des systèmes abordables et réutilisables, le secteur va croître, créer des emplois et apporter de l'innovation. Nous ne sommes plus prisonniers. L'avenir est à portée de main, interplanétaire et pas seulement réservé aux élites. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Pera spera ad astra.